Homo Micro. Bonsoir à tous, merci de rejoindre l'émission qui se prend au mot. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission avec moi ce soir. Mes compagnons du lundi soir sont, par vous présenter d'abord le plus jeune, Éric Garnier, bonsoir. Oui, c'est gentil, Ouais. c'est vrai. Alors, deux chroniques, un livre et un DVD. Et oui, Alors, le gros livre, tu l'as sous la main. c'est Les Garçons de joie de Nicole Canet, dont l'exposition est vernie, enfin il y a vernissage demain soir Oui. dans sa galerie dont je donnerai les coordonnées Oui. et son site. Et le DVD. Alors le DVD c'est Tom of Finland, un film qui ne correspond peut-être pas à ce qu'on s'attendrait à y voir et c'est un film étonnant et très beau. Ouais. Tu interviens donc 2 fois, c'est un privilège pour nous. Pour vous, c'est pour moi aussi. Ouais. C'est toujours un privilège de parler des choses qu'on a Ouais. aimées, qu'on aime. Un garçon qui pourrait être ton fils, Nicolas Rividi, bonsoir. Ça me fait éternuer. Je vois ça. Mais oui. Nicolas, alors, tu as senti que notre ami Eric allait parler de quelque chose qui allait t'intéresser. Mais ça va être la surprise pour toi. Je Pour comprends nous. absolument pas où tu veux en venir. Bon, donc je suis nul. Non, mais parce que ce soir, on va lire dans le métro. Et puis, Ah. on va aussi remonter les Ah. rails. Le plus de l'actu, c'est ça. C'est Dans ça. le métro et on va remonter. Exactement. Un monsieur qui prend rarement le métro, pour ne dire jamais, puisque c'est un sportif qui se déplace à vélo la plupart du temps. Gwenaël. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Enfin, sauf actuellement, puisque les Vélib c'est en redéploiement. Ouais. Je suis donc contraint et forcé de prendre le métro, à mon Ouais. grand désarroi. Ouais. Mais c'est pas grave, on va se rattraper ce soir. On va apprendre ensemble. Je vais vous donner mes 15 conseils secrets pour bien embrasser. Ah ouais, Brahim. parce que moi j'ai souvent du mal. Ouais. Voilà. Eh Vraiment. ben, écoute, on va en parler simplement entre Ah, nous. ça, c'est Ouais, très voilà. important. Et ça marche pour les filles comme pour les garçons, donc j'ai bel et bien Alors, pensé à toi. Oui, alors justement Isabelle qui sait très bien embrasser, paraît-il. J'ai rencontré plein de filles qui me disaient qu'elles savaient très bien embrasser. Ouais, on m'a Par dit contre- la même chose. Ouais. Par contre, le Vélib, elle évite depuis qu'elle s'est cassée la figure il y a 2-3 ans, je crois. Oui, mais j'ai le Isabelle même problème que Gwenaël en ce moment avec la Ah oui. pénurie de Vélib. Je suis très très malheureuse. T'es frustré toi aussi Ah oui, c'est horrible. Est-ce qu'on peut considérer que le non-redéploiement des Vélib est une forme d'homophobie et de lesbophobie? Vous avez 3 heures. Allons-y. On répondra plus tard. Côté musique, qu'est-ce que tu nous as programmé pour ce soir, Isabelle? Eh bien, ce soir, on va écouter le retour de 2 groupes qu'on connaît depuis un certain temps, mais c'est pas parce qu'on est un peu plus âgé qu'on peut pas faire des choses bien. Ça s'appelle General Electric et Fisher Spooner. L'émission est réalisée par toi côté radio et par notre ami Daniel Lebras côté YouTube, puisqu'on est filmé. Il nous regarde juste en face de nous avec le sourire toujours, mais un jour on arrivera à le faire parler. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Alors Eric, ce magnifique livre, un énorme volume, rien que pour nous ce soir, et tu vas commencer par... Alors, par Garçons de joie, le dernier ouvrage de Nicole Canet. Alors, vous allez peut-être penser que je radote parce que lors de la première émission filmée par Daniel, je crois le 18 septembre, avant que je parte 2 mois et demi à Mayotte, je m'étais emballé, comme pour d'autres livres d'elle, à propos de son livre Amour secrète, où elle arrivait à se plonger dans l'intimité, souvent littéraire, de Proust, Pierre Loti, Roger Perfit, Jean Genet, d'un très beau livre de plus de 400 pages. Et j'avais dit à quel point Nicole Canet, qui publie des livres et surtout tient une galerie, à quel point nous, homosexuels, nous pouvions lui tresser des couronnes, à quel point nous lui étions redevables, car je pense que c'est la seule en France et peut-être en Europe à se passionner pour des choses très rares qu'elle arrive à trouver et dont elle arrive à faire des expositions et même des livres. Et c'est une partie de notre histoire. Là, c'est 1860, 1960, c'est donc
Les garçons de joie, prostitution masculine. Alors, c'est surtout une enquête, si je puis dire, un travail qui concerne Paris. Et donc, que trouve-t-on dans ce magnifique livre dont on peut voir demain accroché dans sa galerie, 11 rue du Chabanais, à Paris. Paris, d'ailleurs, l'arrondissement... C'est le second, 7502 Paris. C'est le second, c'est Oui, ça? C'est le second. Voilà, dans le rue du Chabanais, donc sa galerie qui s'appelle Au Bonheur du Jour. Elle a un site, d'ailleurs, qui s'appelle Au Bonheur du Jour aussi. Et demain, un certain nombre de dessins de lithographie vont être accrochés et elle fait un vernissage. Et les garçons, vous avez tous une invitation. Alors, cette femme exceptionnelle, je le répète, dont je ne comprends pas forcément toujours la motivation pour cette passion homophile, a rassemblé donc de nombreux dessins qui tournent autour des années 40, beaucoup de photos aussi qui peuvent avoir plus d'un siècle, et son sujet, c'est alors la prostitution masculine. C'est joli ce titre, Garçon de joie, parce que il n'y a rien de sordide dans ce livre. Et elle essaye de construire la présentation des photos et les quelques textes qu'elle a écrits avec un ami dont je vais retrouver le nom, Marc Devimois. À deux, ils écrivent des textes très intéressants. Alors, il s'interroge sur qui se donne, puisque qui dit garçon de joie dit l'un se donne, qui se donne, et donc il y a donc peut-être des souteneurs aussi, donc elle s'intéresse aux souteneurs. À qui donc se donne-t-on? Alors, ce sont en général des gens plutôt aisés, de bons pères de famille. Où cela se passe-t-il? Alors, elle fait un peu un hit parade des villes. Alors, on parle bien des années 1860-1960. Aujourd'hui, ça vaudrait le coup d'enquêter. Alors, elle dit que la ville qui était la plus riche en rencontres homosexuelles, c'était Toulon. Pourquoi? L'armée, les marins. Voilà, il y avait des marins. Ensuite, Brest. Le combat, ouais. Voilà, d'ailleurs, l'auteur de cet article, Marc Devimois, pour montrer à quel point il y a de l'érotisme, de l'homoérotisme dans la marine. Vous vous souvenez de ce clip d'Axel Bauer? Éteins la lumière. Oui, éteins la lumière. Le côté sombre. Cargo de nuit. Pardon. Oui. Ouais. Voilà, Cargo de nuit, vous vous souvenez, ce clip en noir et blanc de Mondino qui transpirait l'homoérotisme. Alors, ça, c'est les villes. Mais elle s'intéresse donc plus précisément à Paris. Alors, elle a fait des enquêtes donc, sur les maisons closes, les Vespasiennes aussi, qui ont toutes disparu, mais Sauf qui une. était un lieu... Sauf une. Il n'en reste pas une justement à côté de la rue de la Santé, non? Ou alors est-ce qu'elle a également été démontée, celle-là? C'est pas devenu un musée plutôt ou... C'est plus en tout cas, oui, voilà, pas grave. Alors donc les maisons closes où on excitait les clients en leur montrant un certain nombre de photos de garçons et d'hommes en action, qu'on retrouve là. Même aussi une forme de alors on appelle ça, je vais retrouver le mot, mais on faisait, il y avait c'est l'ancêtre du peep show. Ça, on est dans les années 1920, donc, et à travers un système de vitres, les clients pouvaient s'exciter en attendant, en voyant ces jeunes hommes. Donc, vous voyez, les peep shows, c'est pas les années 80. Les hammams aussi. Les bains de vapeur, il y a toute une liste, ça vaudrait le coup de faire une enquête, savoir ce que sont devenus aujourd'hui. Il y a une bonne quinzaine d'adresses parisiennes. Voilà, alors qui faisait-on aussi? Alors, comment ça se passait? C'est passe. Il y a d'ailleurs toute une série de photos excitantes, donc prises dans des maisons de tolérance, on va dire. Pourquoi y avait-il tant
de drague comme ça. Alors bon, pour l'argent bien sûr, pour le fétichisme aussi. Il y a des paroles d'un homme qui est un absolu fétichiste des vêtements Marin. non, pas de marins, de soldats, les uniformes. Voilà. Et quand cela se passait, alors, ça se passait donc, voilà, il y a plus d'un siècle, et ça s'est terminé il y a 50 ans. Mais il faudrait faire une enquête sur la suite. Alors, à travers donc toute une série de documents, des dessins donc qui sont reproduits là, des photos aussi, qui se vendaient sous le manteau, qui avaient pour but d'exciter les clients, des récits de clients donc aussi, des textes historiques des archives. Elle est allée dans des archives de police. Des textes aussi de Nicole Canet et de Marc de Vimois. Tout ça crée un ensemble passionnant, sachant que Frédéric Mitterrand, dans un style un peu Modiano, nostalgique un peu de ce qui a disparu, fait une préface à ce livre. Hein. Ah bon, depuis qu'il est plus ministre de la Culture, c'est vrai qu'il a fait aussi une préface du livre de notre invité d'il y a quelques semaines autour de l'homosexualité vue en Orient. Vous vous souvenez de ça? Et alors, comment? Laurent Baudouin qu'on a reçu. Laurent Baudouin, voilà. Et dans une maquette qui a été un peu sobrifiée, enfin j'invente un peu ce mot-là, plus sobre qu'avant, un peu moins rococo, eh bien, c'est surtout des photos que je vais vous montrer de trois grands noms du dessin français. Alors, il y a Ernest Hildebrandt, donc par exemple, je vais vous montrer son style. Voilà, donc ça c'est du Hildebrandt, 1906-1971. Il y a aussi un autre dessinateur qui s'appelle René Bolliger, donc 1911-1971. Voici par exemple deux de ses dessins que l'on peut retrouver chez Nicole Canet. Et l'idée, c'est de nous dire un peu de quoi il s'agit pour les personnes qui nous écoutent. Ah oui, si tu arrives un peu à... Alors, vous les garçons qui voyez ça, allez-y. À chacun votre tour, peut-être. Alors je prends la page de gauche, Oui. effectivement, où on voit un Adonis en érection, tout simplement, les bras un petit peu écartés, qui nous montre son corps et qui nous regarde, on va dire de manière assez directe, assez coquine. Voilà. C'est quelle année, tu vois en dessous 1950 peut-être, non? Je suis désolé, je vois absolument pas la date. Voilà. Bon, en tout cas, c'est autour de 1950. La page de droite, Nicolas. Et sur la page de droite, c'est un garçon allongé sur le dos, en érection également. Alors on voit pas sa tête, par contre, et on ne voit pas la date non plus. C'est pareil, c'est les années 1900. Ça, c'est René Bolliger. Il est mort en 71. Il faut préciser que c'est un coup de crayon dynamique. Oui, voilà. C'est pas forcément très réaliste. Ouais. C'est presque griffonné en fait. C'est de la pointe, effectivement. Ouais, alors que Bolliger, voilà, lui, Bolliger, c'était lui. Là, c'est donc Hildebrandt, Pierre Hildebrandt. Par contre, Ernest Hildebrandt. Il y a du crayonné et la scène en fait représente deux hommes en train de faire l'amour avec le passif qui s'abandonne complètement, qui fume une cigarette en même temps alors que l'actif est en train de le pénétrer. Et il fume une cigarette en même temps, elle est où? Le effectivement. Oui. En même temps, en fait, on est dans une petite mansarde, on va dire, donc voilà, peut-être une chambre de bonne. C'est vraiment un mobilier qui est très sommaire. Ça se résume à une chaise, une paillasse, un lit, et voilà, deux hommes en train de faire l'amour. Pas du tout le même genre de dessin que celui. Par contre, là, on est sur quelque chose qui est très précis, très crayonné, avec énormément de détails, beaucoup de volume. Voilà. Et c'est effectivement, par contre, c'est du noir et blanc. Marron et blanc, on va dire. Voilà. Très et beau, le dernier, alors celui qui est le plus fréquemment montré, c'est Roland Caillot, donc, qui est un peu, alors là je vais vous demander votre avis, mais qui est un petit peu notre Tom of Finland français, car il a publié toute une série de dessins dans les années 40, à l'époque où Tom of Finland, on en parlera tout à l'heure avec le DVD, n'était pas encore un artiste. Et il y a quand même un certain nombre de ressemblances avec Tom of Finland. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir Gwenaël ou Nicolas? Eh ben, un garçon qui en encule un autre dans une douche ou quelque chose comme ça. Mais effectivement, le traitement très réaliste avec les visages un peu nordiques et tout rappelle quand même beaucoup
Tom of Finland avec peut-être moins de muscles, c'est-à-dire qu'on est moins Oui. dans une logique caricaturale et excessive et peut-être plus dans une recherche de réalisme. Ce serait beaucoup moins hard, on va dire. Il n'y a pas de cuir, il n'y a pas spécialement de personnage avec une grosse moustache ou ce genre de choses, effectivement. Ouais. Voilà, on a ce type de garçon nordique, nus toujours. C'est vrai que Finland, parfois, ils sont en cuir. On voit des formes quand même généreuses au niveau des fesses et aussi de la... frontalement, il n'y a pas d'intermédiaire entre le dessin et ce qu'on voit. C'est-à-dire que c'est montré vraiment... Et moi, j'ai trouvé que c'était un peu un cousin de Tom of Finland. Ah, Avec raison, oui. Je vais peut-être vous en montrer un dernier. un dernier pour finir, Voilà, vous voyez. en attendant qu'Isabelle revienne parce qu'elle est allée fumer. Voilà, donc demain, au bonheur du jour, 11 rue du Chabanais dans le second. Inauguration, donc vernissage de... oui. C'est 1 rue du Chabanais. Sur la rue du citation que Chabanais. nous a donnée, c'est 1 rue du Chabanais. pourquoi j'ai dit 1 rue 11? Chabanais. Voilà, Ah c'est oui, pas grave. 11, c'était là que... Avant, c'était la galerie a un petit peu changé, mais sur le même trottoir. D'accord. Voilà, donc c'est un travail exceptionnel qui mérite toute notre admiration et notre reconnaissance. Et Nicole Canet avait donné une interview dans Tétu. Elle était venue ici pour un autre livre. Et c'est quelqu'un qui adore les gays, mais qui est très mystérieuse. Et c'est bien qu'elle garde son mystère. Voilà. On ira la voir donc pour l'exposition et livre, pourquoi pas pour aller filmer un peu et aller à la rencontrer avec Daniel Lebras qui filme pour la chaîne YouTube. Oui. Daniel qui va repartir avec le livre, donc je suis sûr qu'il va pas dormir cette nuit. Alors non, parce que il y a vraiment des scènes. Vous voyez, il y a plus de 60 ans et déjà il y avait des artistes qui n'avaient pas froid aux yeux. Merci Eric, j'espère que Isabelle tu n'avais pas froid aux yeux. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Je suis toujours avec Eric Garnier qui vient de présenter un livre pour une exposition Garçons de joie. Rappelle-nous l'exposition, la date c'est... Alors c'est demain le vernissage et puis ensuite il suffit de se présenter à la galerie, donc au bonheur du jour. Il y a un site aussi, aubonheurdujour.net. Alors on rentre pas forcément toc comme ça quand on passe. Il y a une sonnette. Alors pourquoi c'est ça? C'est que quand elle était dans un autre local un tout petit peu plus loin, elle a eu des gens qui sont rentrés comme ça, qui étaient un peu des homophobes, qui la menaçaient, etc. Donc maintenant, il faut montrer patte blanche, donc il faut sonner ou lui envoyer un mail et lui dire, voilà, est-ce que je peux venir passer du temps? Et ce qui est bien avec ce système, c'est qu'elle reçoit les gens comme un peu un spécialiste et elle prend le temps de discuter avec vous parce qu'elle sait que vous venez. Et voilà, donc c'est un nouveau mode de... Mardi 20 février, 17h... 22h, vous aurez toutes les infos donc sur notre site. En face de toi, Gwenaël qui s'exprimera tout à l'heure en fin d'émission. L'émission réalisée par Isabelle pour la partie radio et la partie chaîne YouTube, notre ami Daniel Lebras. Tout de suite, Nicolas Révidi pour le plus de l'actu. Alors Nicolas, ce soir, on parle littérature avec toi. On va dire que tu marches un peu sur les plates-bandes d'Éric Garnier. Mais non, Brahim, mais non. Comme souvent, le livre est un prétexte et la lecture un rappel à soi-même. En ce moment, j'occupe ma demi-heure de transport matinal à la lecture de Arrête avec tes mensonges, écrit par Philippe Besson, dont Eric, d'ailleurs, a, je crois, parlé dans cette émission il y a quelques... Non, j'ai pas parlé de ce livre-là, non. Eh bien, en tout cas, c'est toi qui me l'as donné. Voilà, comme à d'autres. J'ai aimé ce livre et j'ai voulu l'offrir à l'équipe, parce qu'il est en poche, 10-18, sinon je me serais pas ruiné quand même. Donc, du coup, tu es un peu le responsable de cette chronique. Alors, Besson écrit comme il parle, on le lit donc comme on l'entendrait. On imagine aisément que l'on a affaire là à un roman autobiographique. J'en suis à la page 102 sur 159. La pointe d'un marque-page taillé en forme de lame de guillotine indique le dernier mot que j'ai lu. Je lis lentement, trop lentement, je ne veux rien rater de cette histoire. Pourtant, je ne veux pas non plus risquer de la vivre à nouveau. C'est un délice et une souffrance. Le narrateur a 17 ans, il est gay, il vit dans un village paumé, se réfugie dans les livres et découvre le sexe avec un camarade de son lycée. Un amour puissant, tourmenté, physique, cru et détaillé s'étale au long des pages.
Dans les vestiaires du gymnase, dans un cabanon de stade, dans la chambre du narrateur, l'amour se fait, c'est d'ailleurs l'expression qui est utilisée, comme une évidence, comme une action incontrôlée, nécessaire. Jusqu'à la page 102, je ne lis que de la passion, destructrice forcément, et déjà on sent aussi les prémices de la rupture. La relation n'existe que parce qu'elle disparaît à un moment. On devine que cette rupture doit être violente, elle doit être un traumatisme originel, avec cette idée que le premier amour doit être violent forcément. C'est trop beau, c'est trop parfait, ça sonne faux. La vie réelle n'a cure des impératifs de la narration, ni des drames qui donnent aux histoires leur piment. Je suis le double du narrateur. En lisant ce bouquin tous les matins dans le métro, je suis de nouveau le petit être maigrelet, se rendant au lycée, habillé de vêtements trop larges, la mode à l'époque l'avait imposé, flanqué d'une carapace de tissu synthétique me permettant de transporter une avalanche de livres, de classeurs, de cahiers, de stylos, ainsi que les autres attirails inutiles propres à la condition de lycéen. Rien de moi ne me satisfaisait. J'étais moche, je le savais, je m'en étais convaincu, je devais ressembler à un genre de tortue qui a envie de baiser avec une tortue. Malgré ça, et lorsque je me soustrayais à mon chargement, je crois que j'avais, sinon du charisme, au moins du charme, j'amusais la galerie, je faisais des blagues, je riais, je fuyais le visage d'un camarade qui monopolisera pourtant mon champ visuel durant 3 ans. Comme Besson, j'aurais aimé vous raconter comment nous nous étions embrassés, lui et moi, la première fois, comment furtivement il avait posé ses lèvres sur mon cou quelque temps auparavant pour annoncer ses sentiments pour moi, comment lors d'une soirée à laquelle je ne suis finalement jamais allé, je l'avais vu danser, comment cette simple vision m'avait fait bander, comment durant cette même soirée il avait glissé sa main sous mon t-shirt, comment il m'avait pénétré la première fois dans les larmes et la sueur, comment il m'avait emmené un soir sur son scooter faire le tour de la ville dans l'anonymat des casques à visière amovibles, comment il m'avait quitté aussi froidement au seuil d'un été. Mais voilà, Besson a écrit un roman, et même autobiographique, un roman est une fiction. On enjolive, on ment aux autres et à soi-même, on invente, on fantasme un temps révolu, on fantasme tout ce que l'on pense avoir manqué, la cause de ce qui nous blesse encore aujourd'hui. En lisant ce roman maudit, j'ai l'impression d'avoir tout raté, ou en tout cas d'avoir raté l'essentiel. Et pourtant, c'est un mensonge qui est la cause de cette aigreur. En lieu et place de l'amant que j'espérais déjà l'été de mes 15 ans, je n'avais que la statistique de l'âge du premier rapport sexuel qui sonnait comme le glas. Je me disais alors, à 17 ans, que j'étais condamné à mourir vierge. Paradoxalement, je n'étais pas manchot et même plutôt précoce, mais voilà, j'étais un personnage du réel, c'était là mon seul tort. J'ai eu, comme beaucoup d'autres, une adolescence vide de sexe, encombrée par des sentiments unidirectionnels, dont les destinataires n'étaient même pas informés. Il faut une certaine forme de courage, pas sur le moment, mais plus tard, lorsque l'on comprend ce que l'on croit avoir perdu. Je ne résiste pas à cette heureuse déprime. Faut-il être vraiment dérangé pour comparer sa vie à une fiction ? Combien de romans, de nouvelles, de films, de pièces de théâtre nous imposent les amours naissantes d'adolescents gays ? À chaque fois, il faut être ému devant de si belles histoires, alors qu'elles me malmènent, elles me maltraitent. Il y a toujours une circonstance qui permet l'amour et la passion. Il y a toujours la possibilité d'un lit dans une maison familiale où les adultes deviennent soudain sourds aux bruits nouveaux qui s'échappent des chambres de leurs enfants. Il y a toujours un lieu désert où l'ébat peut avoir lieu. Il existe obligatoirement dans le temps du récit un moment où le reste du monde s'éclipse, une parenthèse inviolable où le temps s'arrête. Les garçons sont toujours beaux, mystérieux et ténébreux. L'exhibition des corps et des sexes, pour ceux qui aient des œuvres visuelles, nous nargue. Pour les romans, c'est encore pire. Le visage est forcément celui que l'on a aimé. L'auteur décrit un blond pâle et on lit un brun hâlé. Ce voyeurisme filou ne rappelle rien à la plupart d'entre nous parce que nous n'avons rien vécu qui y ressemble. Lorsqu'on est gay et ado, on a beau être un diffuseur à hormones, il faut être naïf pour croire qu'elle se ferait facilement un chemin. En l'espèce, ce qui plaît et ce qui blesse dans ces fictions gays, c'est cette seconde chance qui est laissée, qui est entrevue. Elle plaît parce qu'elle incite au voyage dans le temps, elle incite à se rendre à la soirée manquée, à laisser la main du garçon aller plus loin, beaucoup plus loin. Pourtant, ce qu'il y a de plaisant n'efface en rien la violence du récit. En général, dans les œuvres de fiction, l'amour est impossible entre les personnages. Ici, en plus, l'amour est aussi impossible pour le récipiendaire de l'œuvre. En lisant ce livre de Besson, j'achève d'enterrer ma vie d'adolescent des années 90. Je m'achève tout court. J'ai encore une 50aine de pages pour continuer à accabler ce gamin de n'avoir pas su saisir sa chance, d'avoir eu peur de se lancer, d'avoir cru que les murs tomberaient seuls et que lui, sans rien faire, pourrait être aimé. Encore 50 pages pour lui reprocher de ne s'être satisfait si longtemps que du fantasme, 50 pages pour détruire ce qu'il reste de solitude, pour achever de haïr celui que j'ai été. Oh là là. On n'aurait jamais du tout fait ça, livre, j'ai l'impression. Aïe, 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 aïe. Alors, toi, justement, toi qui l'as lu... Quand on est docteur, évidemment... on soigne les malades. Hein. On n'est pas docteur par hasard. Ça te fait réagir, Eric. Alors, oui, parce que ce qui est très bien, c'est que tu n'es pas au bout de
ta peine, de tes peines, et je crois que tu ne peux pas encore entrevoir le rebondissement qui va faire basculer le livre. Et je crois que c'est pas... Il y a une chose que tu pourras reprocher, qui est terrible, mais que tu n'as pas encore deviné, et on en reparle la semaine prochaine. C'est vraiment un livre... Alors, quand même, il a donné une interview dans Tétu, et il dit que c'est... Bon, il appelle ça roman, mais que c'est une autobiographie. Alors, je vais surtout pas raconter la suite. Mais quand j'ai lu ce roman, il y a... La deuxième partie que tu n'as pas encore entamée, tu te dis non, c'est pas possible. Déjà, ce serait une fiction. On trouverait que c'est trop fort, quoi. Oui, c'est trop. Or, apparemment, c'est ce qui est arrivé. Réellement, c'est la première fois qu'il écrit un livre où il est vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est bien vous qui l'avez pas encore lu. C'est un livre qui est écrit simplement, qui nous fait penser à nous aussi, qui nous renvoie à notre adolescence, à nos premiers émois, à tout ce qu'on a peut-être raté, tout ce qu'on n'a pas saisi. Mais vous n'êtes pas au bout de votre lecture si vous vous arrêtez à la 100e page. Hein. Alors tu envisages justement une deuxième intervention pour parler de la suite et la fin ? Je ne sais pas, ça pourrait valoir le coup de faire la critique a posteriori de cette chronique-là et de voir si j'écrirais la même ayant lu le livre. Mais je trouve ça assez intéressant d'écrire sans avoir lu le livre, parce que on a souvent tendance à considérer qu'un livre, que l'intérêt du livre se trouve à la fin. Or, l'intérêt du livre se trouve durant tout le récit, en fait. Et pendant tout le récit, on vibre, on sent, on imagine des choses. Et du coup, c'est aussi intéressant peut-être d'avoir ce point d'étape à ce moment-là, à la page 102, et voir à la page 159, du coup, ce qu'il en est. Et si je suis toujours aussi dur avec moi-même, parce que finalement, je suis davantage dur avec moi-même qu'avec le livre. Ça te donne envie de te lancer et de lire le livre aussi, Gwenaël ? En fait, c'est le prochain sur ma liste. Là, effectivement, j'ai un tout petit polar qui se passe en Chine à terminer. Il y a 150-200 pages, donc ça va être assez rapide. Et ensuite, effectivement, ce sera Philippe Besson et Arrête avec tes mensonges. Et oui, effectivement, il est là, il est au pied de mon lit, il est sur la pile et il remonte au fur et à mesure. Donc ça veut dire que peut-être que dans 2-3 semaines, je serai capable de vous en parler. Alors si Philippe Besson est au pied de ton lit, on pourrait l'inviter de façon à ce qu'il vienne parler du livre une fois que Eric l'a lu, une fois que Nicolas donc l'aura lu et toi aussi, donc pourquoi pas l'inviter d'ailleurs, ça peut être pourquoi pas, spécial Eric Besson. Eric Besson. Non. Besson. Alors là, Eric Besson, merci. Hein. Pas la même personne quand même. Merci Nicolas, c'était vraiment bien et ça donne envie aussi de se lancer et de lire le livre. Merci. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Tout de suite avec Gwenaël. Gwenaël va nous apprendre à embrasser pour tous ceux qui ratent leur première fleur, tout même ceux qui ratent, parce que finalement, c'est vrai que embrasser, c'est ce qu'on peut commencer à faire quand on rencontre une fille ou un garçon. C'est même souvent parfois ce qu'on a de plus intime, on va dire. Parfois, effectivement, le premier flirt, c'est pas forcément le fait d'embrasser, c'est juste les premiers câlins, les premières caresses, mais embrasser, ça vient après. Tu as 15 conseils alors ? Alors, il y a 15 conseils secrets, effectivement. En fait, c'est très bien d'avoir le sujet de Nicolas avant, parce que c'est très facile pour enchaîner. Quand on est adolescent, généralement, les premiers bisous, ça se passe pas toujours très bien. Parce qu'embrasser, finalement, c'est quoi ? C'est tout un art. Et votre partenaire va souvent vous juger un peu sur le sujet. Ça peut faire la différence pour le ou la séduire. Donc pas de panique, en tout cas, après avoir écouté cette chronique et les conseils d'autres personnes ici présentes, vous serez mieux embrassé. On a un vieux sage avec nous qui sera nous conseiller également. Un vieux singe, tu dis ? Sage, j'ai dit. D'accord. La preuve, tu sais pas faire de grimaces. Donc suivez le guide pour mieux comprendre comment embrasser. Un préliminaire donc, qui a son importance. Alors justement, pour ceux qui sont concernés mais qui ne sont pas là ce soir, des gens comme Fabien ou comme Sylvain par exemple, il faut vraiment entretenir ses lèvres et vérifier son haleine. Oui, c'est ça le problème. C'est que par exemple, surtout là on est en hiver, des lèvres gercées ou sèches, c'est pas très agréable à embrasser souvent. Donc premier conseil, c'est éviter les lèvres rêches. Donc ayez toujours un petit baume à lèvres, ou en tout cas s'en mettre le matin avant de partir par exemple pendant la saison froide, pour avoir toujours les lèvres douces et excitantes. Encore plus pour ces dames, évidemment. Autre conseil plus logique, mais pas toujours respecté, surveiller son haleine. Parce que on se brosse les dents, bien sûr, on suce un bonbon mentholé, on mâche un chewing-gum avant de faire un bisou, c'est mieux. Mais rien de pire pour certains et certaines qu'une haleine qui sent le café, le tabac froid,
l'ail Ouais. ou la nourriture. Le café, le tabac froid, typiquement, c'est lorsque vous avez fait de la pause café, le Ouais, matin, effectivement, ouais. vous allez au bureau. Et derrière, les bisous le midi ou le soir en rentrant à la maison, c'est peut-être pas forcément gagné si vous fumez ou si vous buvez beaucoup de café. Donc, surtout pour un premier bisou, on évite. À moins, bien sûr, vous n'ayez tous les deux de la laine chargée, auquel cas, ça fera aucune différence. Donc, Ouais. tout va bien. Alors là, on peut faire languir un peu son chéri. Son ou sa chérie, effectivement, oui. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de n'embrasser pas directement les lèvres de votre partenaire. Embrassez plutôt tout autour. Évitez volontairement sa bouche pour le ou la frustrer. Pourquoi ? Parce que la frustration, comme d'habitude, ça mène au désir. Et du coup, votre partenaire n'en sera que plus réceptif et aura encore plus envie de vous embrasser. Donc, embrassez doucement autour de la bouche, passez sensuellement votre langue sur le contour de ses lèvres sans jamais les effleurer. C'est très excitant, mais pas autant finalement que l'attente qui en découle et la promesse que ces premières caresses induisent. Alors, faire des petits bisous gays avant de l'embrasser, c'est bien aussi. C'est pas mal aussi, ouais. C'est en gros, une fois que vous avez fleuri ses lèvres avec les vôtres, retirez-vous avant de revenir quelques secondes plus tard. Et renouveler, en fait, c'est comme un jeu, il faut renouveler ça plusieurs fois de suite. C'est un contact qui est très érotique, qui laisse une fois de plus le partenaire sur sa faim et qui vous permet de mener la danse. Donc du coup, votre partenaire a envie d'un vrai bisou, il va être frustré et son désir va s'accroître encore. Bon, attention, ce jeu ne marche pas avec les personnes qui sont complètement mortes de faim. Eux, ils vont pas attendre, ils vous auront déjà embrassé à cette étape-là, ce sera terminé. Et alors, tirer la langue quand vous embrassez votre mec gay, c'est encore mieux. Alors, tirer la langue, quand même. Dis donc, Brahim, t'es plus un enfant, c'est fini, là, ça va. Moi, j'aime bien. Ouais, t'aimes bien tirer la langue. D'accord, tire la langue aux gens dans la rue, comme ça. Bon, ok. Donc, moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de sortir un petit peu la langue, de la faire glisser sous et sur les lèvres pendant que vous embrassez votre partenaire. En haut, en bas, ça hydrate les lèvres, ça excite les terminaisons nerveuses et ça augmente les sensations provoquées par vos futurs baisers. Comme les lèvres sont très irriguées, d'où leur couleur rouge et riche en terminaisons nerveuses, votre partenaire va décoller. Ouais. Et là, quand on fait glisser ses lèvres sur les siennes et mortifier Les mortifier lèvres, ouais, carrément les mortifier. Tu c'est les encore mortifies plus sympa, oui. Moi, je les mordis plutôt. Les mortifier, oh là. Les mordis, pardon. Je sais même pas si c'est possible de mortifier des lèvres, là, Brahim. Là, Brahim, il faut que tu mettes tes lunettes de temps en temps quand même. Bref, donc en tout cas, les lèvres sont vraiment une zone érogène et du coup, une fois qu'elles sont mouillées, vous pouvez faire glisser vos lèvres sur celles de votre partenaire pour augmenter son désir. Et s'il aime cela, n'oubliez pas de les mordiller pour varier justement les plaisirs et le surprendre. Alors, est-ce qu'on embrasse avec ou sans langue? Alors ça, c'est un grand débat, ça. C'est vraiment une question de ressenti. C'est-à-dire qu'embrasser avec la langue, ça peut dégoûter certaines personnes qui vont préférer les baisers secs, mais ça peut en exciter beaucoup d'autres. C'est vraiment une question de culture. Par exemple, typiquement en Asie, embrasser avec la langue, généralement, c'est non. Ouais. Donc quand vos deux langues se rencontrent et jouent seulement l'une avec l'autre, se posent l'une sur l'autre, cela crée des décharges de plaisir, puisqu'en fait, on a deux zones avec plein de terminaisons nerveuses qui sont en contact, et du coup, ça accroît beaucoup, beaucoup l'excitation. Est-ce qu'on peut caresser le corps de son partenaire pendant les bisous gays? Ah oui. Oh oui. Une bouche, c'est bien, mais avec les mains, c'est encore mieux. Bien souvent, nous embrassons statiquement ou en nous contentant de serrer notre partenaire dans nos bras. Ok, c'est bien, mais il y a une autre étape qu'on peut franchir, c'est de le caresser doucement pendant que vos lèvres se chevauchent, de balader vos mains, justement les fameuses mains baladeuses. Il faut que le partenaire soit d'accord, bien sûr, hein, mais sous le pull, sous la chemise, caresser sa poitrine, de pincer ses tétons, voire peut-être même de griffer légèrement son dos, c'est assez érotique, pourquoi pas, s'il aime ça. Ou même d'être un peu plus coquin, d'empoigner ses fesses, ou de caresser son sexe, ou de frotter contre lui. Ouais. À vous de choisir selon les lieux et les personnes qui vous entourent, et votre partenaire, évidemment. Donc du coup, lui, il va être parcouru de décharges électriques de plaisir, et vous allez sentir ces baisers devenir plus profonds et beaucoup plus pressants. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est aussi de communiquer pendant embrasser, ça c'est sympa. Ouais, c'est pas mal aussi. On peut effectivement ne pas hésiter à susurrer des mots doux, à gémir, à guider son partenaire entre chaque bisou. Des phrases comme « j'ai envie de toi »,« tu es sexy, je t'adore »,« j'ai envie de… » 3 petits points. « J'adore quand tu… » voire même « ah oui, encore !» Bon, là, excusez-moi, je me lâche un petit peu. Tout ça va exciter le partenaire et transformer votre bisou en un moment unique. Attention par contre à bien varier les mots prononcés. Parfois, un simple cri de plaisir peut suffire à aguicher le partenaire. Pendant mes aventures, moi, je suis souvent pas loin d'un frigo, donc j'utilise un peu les glaçons. Les glaçons. Ouais. Oui. Alors ça, c'est vraiment le truc en plus, on va dire. Quoi. Vous n'êtes pas sur un frigo à proximité. Mais c'est vrai que ça peut être un jeu sympa, justement de faire passer un glaçon de sa bouche à la vôtre et vice versa. On peut se battre un petit peu du bout des lèvres pour posséder le glaçon. Et il y a un côté contact chaud-froid qui est assez excitant. Et le jeu aidant, vous pouvez découvrir de nouvelles façons de vous embrasser. Embrasser le cou, beaucoup d'hommes aiment, et même de femmes. Et même de femmes aiment, parce qu'une fois de plus, ça c'est une zone érogène, donc après l'avoir embrassé, vous pouvez vous attaquer à son cou,
qui est une zone effectivement qui peut être très érogène et excitante, selon les personnes, une fois de plus. Et donc, ça devrait renforcer son excitation. Donc, caressez-lui la poitrine et massez délicatement ses seins pendant que vous embrassez son cou. Vous pouvez aspirer la peau entre vos lèvres, comme si vous vouliez faire un suçon, mais n'en faites pas, sinon ça va se voir. Vous pouvez la gober délicatement. Et si vous arrivez à maîtriser ainsi son plaisir, votre partenaire va adorer. Après le coup, l'idée, c'est de mordiller un peu et d'aller vers les oreilles, de mordiller les oreilles. Oui, c'est un truc aussi bien. C'est un truc qui est pas mal également, parce que c'est pareil, c'est une zone érogène, c'est pas loin du tout. Et si votre partenaire est sensible à ça, vous pouvez aussi exciter ses oreilles. Du coup, vous pouvez mordiller un petit peu les lobes, le pavillon. Vous pouvez donc alterner l'un ou l'autre, enchaîner les deux. Donc, mordillez doucement en y faisant glisser vos dents avant de finir d'aspirer justement ce lobe avec vos lèvres, puis souffler sur ses oreilles pour provoquer des frissons. Effet garanti. Ouais. Avec un peu d'expérience, votre partenaire vous en demandera. C'est le conseil numéro combien, là? Ah là, on en est au numéro 11. On n'avait pas là. Encore quelques-uns. Ça passe vite. Là, ah oui, je suis désolé, mais il faut prendre des notes. Et là, je viens de recevoir un SMS d'Éric qui dit caresser les cheveux de votre homme, c'est sympa aussi. Ah oui, c'est pas mal aussi, parce que c'est pareil. C'est Éric Brulin, tu veux dire? Oui, oui. Éric Garnier, Éric Brulin, les deux envoient des SMS durant les émissions. Donc pendant que vous l'embrassez, justement, ou pendant une pause, n'hésitez pas à caresser ses cheveux. Parce que la tête est une zone qui est sensible également. Et souvent, ces caresses évoquent les caresses maternelles, l'enfance. Donc il y a une forme de retour en arrière. Et ça peut également faire craquer votre partenaire. Vous jouez sur du velours. C'est-à-dire qu'en même temps, vous lui offrez et du plaisir et une forme de protection. Ouais. Isabelle dit, pendant que vous y êtes, vous pouvez aussi lui sucer les doigts. Ah, alors oui, ça c'est possible également, toujours une zone érogène, pas de souci. Alors par contre, c'est beaucoup plus rare en termes de probabilité que la personne apprécie ça. Mais au niveau des pliures, au niveau des phalanges, si vous les aspirez, vous les sucez délicatement, vous y passez la langue, pendant que vous l'avez en bouche, et donc vous voyez sa réaction. Le creux de la main, c'est vrai que Alors, le creux de la main, c'est pareil, c'est soit tout, soit rien. Soit c'est chatouilleux, et là la personne, tout retombe, soit c'est extrêmement érotique, et alors là, bingo. Tout remonte, exactement. Donc, soit votre partenaire sera hyper enthousiaste, génial, formidable, on y va. Pour d'autres, par contre, ni chaud ni froid, ou carrément, effectivement, on arrête tout de suite. Alors là, un passage que tu aimes bien, Gwenaël, c'est regarder ton homme pendant que tu l'embrasses et le caresser. Ah oui, ça oui. Parce que le regard dit beaucoup, beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qu'on peut faire passer par le regard. On ferme toujours les yeux, c'est vrai, c'est épouvantable ça. Et souvent, les premières fois, en fait, on ferme les yeux pour... En fait, pourquoi est-ce que tu les fermes? C'est pour justement que tu te prives d'un sens, mais du coup, les 4 autres sens qui restent sont exacerbés. C'est-à-dire que tu te prives d'un sens pour avoir plus de sensations quand tu l'embrasses, parce que c'est plus fort comme ça. Mais souvent, justement, le fait de fermer les yeux, ça empêche de faire passer d'autres sentiments quand on embrasse. Et rien n'interdit finalement de les ouvrir par la suite, pour surprendre le partenaire, lui faire un petit clin d'œil, par exemple, coquin, ou le regarder. Enfin, il y a parfois des regards qui ne trompent pas, on dit ça. Ouais. Là, je vois une fiche en face, Daniel, qui nous dit qu'il faut vraiment varier un peu les plaisirs quand vous embrassez. Il faut un peu sortir un peu de la routine. On voit que Daniel est un spécialiste, on est bien d'accord. Il ne fait pas que filmer, il fait aussi des bisous, ça se voit. Ah ouais. C'est vrai. Ces derniers conseils, justement, c'est le 15e, Eric. Varier les plaisirs. C'est-à-dire que là, je viens de vous donner de nombreuses clés, mais essayez-les les unes après les autres. Combinez-les, mais ne les utilisez jamais toutes en même temps, ou l'une après l'autre, en mode scolaire. Parce que comme ça, vous allez pouvoir conserver une part d'inattendue pour pimenter la relation et surprendre votre partenaire et toujours essayer de vous faire plaisir. Voilà. Est-ce que vous avez des conseils supplémentaires à donner, des questions sur cette chronique? Non, moi je vous dis... Fille ou garçon d'ailleurs. Ouais. Isabelle, est-ce que tu te retrouves un peu dans cette chronique-là? Est-ce que je me retrouve? Oui, je suis tous ces conseils, sauf justement celui que je suis censée avoir donné, sucer les doigts. Là, c'est pas forcément ce que je préfère, mais... voilà, c'est ça, c'est souvent tout ou rien. Ouais. En fait, Gwenaël, on peut pas faire l'amour sans embrasser. Si. On appelle ça un call-boy. Moi, j'embrasse toujours. Et vous, les garçons, autour de cette table, Eric? Je sais qu'en Afrique, c'est pas forcément quelque chose une fois de plus, c'est culturel. Par exemple, tu vas aller au Japon, il est très possible qu'en fait, que la personne n'embrasse pas du tout, parce qu'elle considère ça vraiment comme trop intime, ou vraiment c'est... Non, ça ne va pas, ça ne se fait pas. En Afrique, en tout cas, ils peuvent embrasser les lèvres, mais la langue, non. Ça aussi, ça va être plus compliqué. Nicolas? Je sais pas à quoi répondre. Non, oui, je n'ai pas d'avis sur... il veut pas nous raconter sa vie, Nicolas, effectivement. Non, c'est pas la question. Non, mais oui, j'embrasse en général. Non, mais je veux dire, on peut faire l'amour sans embrasser. Moi, je sais pas... Je m'en passe pas, en tout cas. Et la salive aussi, ça peut être très érotique. Le fait de jouer avec? Oui, se passer de la salive l'un l'autre. Tu as aussi l'odeur, effectivement, qui peut être assez érotique pour certaines personnes. Tu peux avoir une véritable fixation par rapport à ça aussi.
Véritable fantasme aussi, sur la salive. Merci Gwenaël. Tu nous rappelles le nom de ton site internet? Alors, le nom du site internet, c'est sexshopgay.com. SEXESHOPGY. Ah, il y a un E. Oui, il y a un E, comme le sexe. C'est pour ça que Non, Eric en n'est pas anglais, client. non, mais en anglais, c'est sexe sans E et Oui. shop. Oui. Puisque tu mets un mot anglais, shop, on a l'impression que sexe, ça s'écrit aussi comme C'est en vrai. anglais. C'est vrai, tu Donc, as raison. attention. Attention. Autour de cette table, qu'est-ce que vous souhaitez un jour que Gwenaël aborde comme sujet, si on pouvait lui proposer une idée comme ça vous vient ou pas? L'anulingus avec un témoignage d'Éric Garnier, peut-être. Ah, Pourquoi pas? L'anulingus, oui, tiens. Mais je crois que j'en ai déjà parlé. de Oui, non, mais en l'anulingus. plus, on a déjà enfin, parlé. C'est vrai, mais on se lasse jamais. En fait, ce qui est Ouais. formidable avec Gwenaël, c'est qu'à chaque fois qu'il fait une chronique, je me dis, ça y est, il a tout fait. Et en fait, la fois suivante, il revient avec un truc encore nouveau. Et c'est juste dingue, quoi. C'est frustrant, hein? L'étendue Non, de ce qu'on a, c'est- l'étendue du sujet, en fait. Ce qui serait intéressant, c'est la comparaison des pratiques érotiques en fonction des peuples. Alors là, par contre, effectivement, il y a Grand plutôt sujet. un livre à écrire. Je pourrais jamais faire Ouais. ça une chronique de 5 minutes, tu sais. Non, Oh, mais, si, tu vas y un arriver. pays de temps en temps. Ah, d'accord. Comment fait-on l'amour À Madagascar, par à exemple. Madagascar, Voilà. au Japon, Au Japon, ils font pas au trop l'amour. Brésil, Ou de moins en moins. chez les Lapons. c'est noté comme idée. Merci Gwenaël. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Avec Isabelle qui réalise l'émission pour la partie radio, Daniel Lebras pour la partie YouTube, et je suis avec Gwenaël, Nicolas, et tout de suite nous avons démarré, oui, tu voulais Je ne sais Ouais. pas pourquoi, ça m'a fait penser à Marilyn Manson, ce morceau. Bref, voilà. le morceau que vient d'entendre, oui. Oui. Voilà, des influences de Marilyn Manson. Notre On spécialiste passe, on Isabelle passe. peut peut-être en dire deux mots, oui, non? Si tu veux, oui. Je Voilà. suis pas du tout une spécialiste de Marilyn Manson pour le coup. Donc, Pas de problème. Nous avons démarré cette émission avec Eric Garnier. On la termine avec lui après avoir présenté Garçon de joie. Il finit avec un DVD, Tom of Finland. Oui, publié par ESC. Donc, on remercie d'avoir mis sur DVD un film qui était sorti sur grand écran. Vous en aviez entendu parler. Je crois que Nicolas, tu l'avais vu. Oui. Alors, qu'en avais-tu pensé? Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, il faut savoir que je suis assez fan de Tom of Finland, de façon générale. Et j'aime ce côté caricatural, une sexualité complètement débridée et très excessive, finalement, qui est une espèce de revendication politique dans l'excès. Et surtout, les personnages qui sont mis en scène, qui sont en général des garçons très bien, entre guillemets, qu'on suppose être de bonne famille ou des militaires, etc. Donc, en fait, il s'est amusé à démanteler et à décrédibiliser quelque part toutes les icônes masculines parfaites qui ne pouvaient pas être gays en les rendant gays, en fait. Donc, je trouve que c'est un acte revendicatif qui est formidable, en fait. Donc du coup, je suis un peu... j'étais exigeant et franchement, le film est très sobre, le film est très beau, le film est... Oui, il correspond Ça, pas c'est- du tout à ce qu'on pourrait s'attendre. Un film sur Tom Non. of Finland, on pourrait imaginer le trouver avec de nombreux amants, des beaux garçons comme dans ses dessins. Or, finalement, c'est un garçon qui s'est défoulé, si je puis dire, qui a vécu à travers ses dessins beaucoup plus que dans la réalité. Parce que dans la réalité, d'abord, le film commence, il est soldat dans l'armée finlandaise, on le voit en 1943, ensuite, on se rend compte à quel point c'était difficile d'être homosexuel dans les années 40-50. En Finlande, il a la chance d'avoir une sœur super qui est pas trop choquée par ses dessins. Ouais. Disons que bon, elle met du temps quand elle même. met du temps, mais bon. Et puis il va y avoir, un beau portrait de fraternité, sororité, voilà, qui va être un petit peu perturbé un moment parce qu'ils vont être tous les deux amoureux et amoureuses du même garçon, du même beau jeune homme. Et puis finalement, c'est Tom of Finland, c'est le frère qui l'emportera. Et donc en fait,
on a l'impression qu'il n'a qu'une grande histoire d'amour dans sa vie et que quand il aura une certaine notoriété aux USA, bon, on comprend, on voit pourquoi, comme par quel biais il finit par être connu aux USA. Il est donc invité voilà, par des gens, des fans aux USA. Il est un peu perdu par ce type de vie, ces gays aisés qui ont des piscines, des grandes maisons. Et finalement, c'est un film très sobre et c'est un personnage aussi qui est assez retenu, qui n'apparaît pas comme étant extrêmement expansif, comme que peut être l'exubérance de ses dessins. Mais c'est marrant parce qu'il y a souvent des artistes comme ça qui... On dit souvent que les plus grands humoristes ou les plus grands comédiens sont des gens qui ne sont pas forcément heureux dans la vie. Il y a toujours ces paradoxes et je trouve que le film le rend très bien parce que lui-même est assez gringalé. Alors il s'habille en cuir mais il est assez gringalé alors qu'il dessine des garçons qui ont une musculature improbable et inatteignable. C'est quelqu'un qui fantasme une sexualité à plusieurs partenaires, des orgies, des partous, etc. Alors que lui-même, on devine qu'il a une vie somme toute assez rangée, assez sage. Et c'est assez... non, c'est touchant, il y a de très, très beaux moments. Il y a une scène, moi, qui m'a beaucoup marqué à la fin, pour montrer l'importance qu'a pu avoir Tom of Finland. C'est qu'à la fin, les gens aux États-Unis lui demandent de faire des dessins où on voit des hommes mettre des préservatifs. Parce qu'on est en plein pendant l'épidémie du sida et on lui demande de faire des campagnes pour montrer l'écho que ça a pu avoir dans la société, quoi. C'était un mec hyper important. Et il ne le savait pas lui-même, je pense. Eric, pour finir. Donc, vraiment un film inattendu qui est centré sur l'homme et l'homme tel qu'on ne l'imaginait pas. C'est Tom of Finland chez ESC. Et il faut le préciser, c'est un film qui a été complètement financé par crowdfunding. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une collecte qui a été organisée en ligne pour réaliser ce film. Et donc, c'est un film qui a été porté par tout un tas de gens qui ont mis un peu d'argent pour sa réalisation. Donc, Et si vous voulez voir le Tom of Finland français, enfin, à mes yeux, qui se rapproche, eh bien, on le voit chez Nicole Canet au Bonheur du Jour. C'est Roland Caillot. Et comme tu parles de Nicole Canet, donc allez voir surtout l'expo. Et remerciez-la, même si les dessins sont peut-être trop chers à acheter, etc. Mais en tout cas, dites-lui à quel point on peut lui être reconnaissant pour le travail exceptionnel qu'elle fait. Merci d'avoir participé à cette émission et à très vite. Merci Isabelle, merci Gwenaël, merci à bientôt. Nicolas et merci, à très vite. Eric, merci d'avoir réalisé aussi l'émission pour la partie YouTube. Daniel Lebras, c'est fini pour ce soir et à très vite sur les réseaux sociaux et à lundi prochain pour une nouvelle émission. Au revoir. Homo Micro.